Donc effectivement, l'objet de cette présentation va être la théorie des matrices aléatoires. Je vais vous montrer pourquoi on a besoin de la théorie des matrices aléatoires aujourd'hui pour avancer dans la compréhension et probablement l'amélioration des méthodes d'apprentissage modernes. Alors pourquoi des matrices? Parce qu'on en a parlé plusieurs fois là, dans cet après-midi. Les objets qu'on va regarder, ce sont des grandes données, donc des données qui sont elles-mêmes de grandes dimensions et potentiellement très nombreuses. Donc si j'accumule les unes derrière les autres ces grands vecteurs de données, ça me fait des grandes matrices, et l'information structurelle de toute cette population de données, elle réside à l'intérieur de ces matrices, et notamment à l'intérieur de leurs propriétés spectrales. Donc on va parler de valeurs propres, on va parler de vecteurs propres. Et en fait, ce que je vais vous montrer, et le message que je voudrais que vous reteniez, c'est que quand on regarde les objets en grande dimension, ce qui va se passer naturellement, c'est que beaucoup d'intuitions qu'on a en apprentissage basées sur notre vision du monde en 2 ou 3 dimensions vont complètement tomber à l'eau. Et en grande dimension, ça va se passer très différemment, et heureusement, la théorie des matrices aléatoires arrive à expliquer ça. Donc je vais vous montrer qu'il y a effectivement des phénomènes, comme on mentionnait tout à l'heure, d'émergence en grande dimension, qui ne sont pas ceux qu'on a classiquement, mais qui nous permettent de comprendre ce qui va se passer, et on va voir qu'il y a des choses que jusqu'alors on croit comprendre qui ne se passent pas tout à fait comme prévu. Alors, évidemment, du coup, je vais être obligé de commencer. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Parce que je n'ai pas le pointeur de trancher. Donc, évidemment, je vais devoir vous parler un petit peu de matrices aléatoires pour commencer. Voilà. Alors, le premier exemple que je vais donner, je vais construire une matrice grand X, rectangulaire, qui va être une accumulation de mes fameuses grandes données. Donc, c'est x1 jusqu'à xn. Donc, n, c'est le nombre de données. Ça va être très grand, ça. Et chaque xi, c'est un vecteur de données qui va être lui-même aussi très grand. Donc la taille des données, je vais l'appeler P. Et comme Lenka l'a présenté tout à l'heure, P et N vont être à peu près du même ordre de grandeur. Donc ici, je vous prends un cas où PE sur N vaut 1/4 à chaque fois. Et ce que je vais regarder à nouveau, c'est l'information structurelle des données. Donc ici, les données sont on ne peut plus simples, à savoir tout est IID là-dedans, gaussien, le modèle le plus standard. Pas de moyenne, pas de covariance. Enfin, du moins covariance identité. Et on regarde les valeurs propres de la matrice XX transpose, qui peut être vue comme une matrice de covariance empirique des données, en fait. Si je moyenne la somme des XI transpose, je suis en train de regarder la covariance empirique. Et ça, c'est les valeurs propres, en fait. C'est l'histogramme des valeurs propres. Donc on voit qu'il y en a plein qui s'étalent autour de 1, donc j'ai P valeurs propres. Et là où je vous dis qu'il y a un phénomène émergent qui apparaît, c'est quand je vais augmenter à la fois P et N, mais de manière proportionnée. Ben là, P vaut 50, maintenant P vaut 100, P vaut 250, P vaut 500, et on voit qu'il y a quelque chose qui commence à apparaître, P vaut 1000, P vaut 2000, et là, on montre qu'à la limite, en fait, les valeurs propres vont se distribuer avec très très haute probabilité, suivant une courbe bien lisse, qui s'appelle la loi de Marchenko-Pastur. Donc en fait, on sait caractériser ça. On sait que quand j'ai un système une grande matrice à entrer totalement IID, et en fait ça n'a même pas besoin d'être gaussien, ça a juste besoin d'être IID centré de moyenne de variance 1, alors je vais avoir ce phénomène de distribution des valeurs propres. Très bien. Mais nous en pratique, dans la vraie vie, on n'a pas des données qui sont complètement blanches et indépendantes, on aimerait avoir un peu de structure. Et en l'occurrence, quand je suis en train de regarder la covariance empirique d'un modèle de données, j'aimerais pouvoir exprimer, inférer la structure qu'il y a à l'intérieur des données. Donc le premier truc qu'on peut vouloir faire, c'est de faire ce qu'on appelle l'analyse en composantes principales. Si jamais mes données XI, au lieu d'être de covariance identité, ont maintenant une structure que je mets à l'intérieur de cette matrice P, que je vais demander d'être de petit rang, donc ici le rang vaut 4, à savoir les XI sont en gros dirigés dans 4 grandes directions, et j'essaye d'inférer ces directions. Bah pareil, ce que je peux vouloir faire, c'est regarder la matrice de covariance empirique, XX transpose, et échantillonner ses valeurs propres. Lorsque je fais ça, donc là, je n'ai pas mis des bâtons pour qu'on voit mieux, j'ai mis des croix. Alors là, il y a un gros tas de croix qui s'avère être de densité égale à celle que j'ai présentée dans le slide d'avant, à savoir cette belle loi de Marchenko-Pastur. Et, donc assez peu étonnamment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 4 valeurs propres qui s'isolent. Ce qui n'est pas forcément trop étonnant parce que dans la structure de covariance de mes données, il y a une matrice ici P de rang 4. Donc lorsque j'échantillonne les données, je fais une covariance empirique, je ne devrais pas être très loin de la vraie covariance, donc j'ai 4 valeurs propres qui sortent. Okay. Et bien ça, c'est quand P sur N vaut 1 sur 4, 1/4. Lorsque maintenant je rends le problème plus dur, à savoir je veux moins de données, j'ai moins de données, ou alors alternativement, j'ai des données de plus grande taille.
Donc je vais prendre P sur n égale 1,5 maintenant. Et bien là, maintenant, il n'y a plus vraiment 4 valeurs propres qui sortent. On n'en voit plus que 3. Et si je continue comme ça, P sur n égale 1, ben maintenant, il n'y a plus que 2 valeurs propres qui sortent. Donc on a l'impression qu'on est en train de perdre de l'information. Et bien là, de la même manière, donc là, ça rappelle à nouveau un phénomène de physique statistique, de transition de phase, qui veut qu'il y ait une phase, un régime en deçà duquel on n'est plus capable de détecter certaines parties de l'information et au-delà duquel on peut commencer à le faire. Donc il y a également ici une transition de phase. Et il s'avère qu'on sait très bien caractériser ça. Donc mathématiquement, on sait quand le ratio P sur N va nous permettre ou pas de voir des valeurs propres, donc de l'information sur mes données sortir. Donc là, c'est quand P sur N égale 2. Et en fait, théoriquement, on a même un truc très précis, donc qui nous dit que si la ième valeur propre de P, donc disons la première valeur propre de P, l'information la plus importante de mon signal, est plus grande que racine de P sur N, alors la première valeur propre du modèle de covariance empirique va sortir des autres. Et donc je vais voir le signal. Sinon, je ne le vois pas. Okay ? Ça, c'est pour les valeurs propres. Il s'avère que ce qui est plus intéressant pour nous, ce n'est pas forcément les valeurs propres, on veut extraire la structure des données, donc on veut surtout le vecteur propre dominant, les directions principales où les données se distribuent. Et donc là, je ne vais pas regarder les valeurs propres, je vais regarder plutôt les vecteurs propres. Donc je fais tout simplement une analyse en composantes principales. Et donc ce que je vais vouloir regarder ici, c'est à quel point le vecteur propre de la matrice de covariance empirique s'aligne avec le vecteur propre que je recherche de population. Donc s'aligne avec l'information qui m'intéresse, la structure des données. Et bien il s'avère ici que le même phénomène se passe. Vous voyez que si je projette un vecteur, si je regarde l'angle en gros entre les deux vecteurs, donc j'aimerais que cet angle soit, alors là c'est pas l'angle, du coup c'est 1 moins l'angle, donc j'aimerais que l'alignement soit parfait, donc proche de 1, donc j'aimerais avoir une valeur très haute ici. Il s'avère que lorsque la valeur propre associée à P ici, lambda 1 de P, est plus petite que racine de P sur N, et bien l'alignement est très faible. Et en fait, ça c'est pour P égale 100, lorsque j'augmente la taille, P égale 200, P égale 400, et à l'infini, à la fin on a un phénomène de transition de phase stricte qui nous dit qu'en dessous de ce seuil, le vecteur propre dominant, donc l'information de mon analyse en composantes principales, c'est du bruit. Il n'y a plus du tout d'information. Donc je ne peux plus récupérer quoi que ce soit de la structure des données. D'accord ? Donc ça, c'est pour un modèle très élémentaire de structure de covariance empirique. Et je vais vous montrer en quoi c'est assez fondamental pour expliquer ce qui se passe dans certains algorithmes très élémentaires d'apprentissage. Voilà, donc là, la conclusion de ça, c'est que l'analyse en composantes principales marche si et seulement si on a assez d'énergie dans la matrice P, ou alors alternativement, le nombre de données n est assez grand pour que P sur n soit petit et que lambda i de P puisse passer au-dessus. Okay. Donc là, je vous ai montré ça pour un modèle de covariance empirique qui ressemble un peu à ça, à savoir j'ai une matrice Z IID ici, là-dedans, pré-multipliée donc, par une covariance qui s'écrit sous la forme I plus P. Et en fait, tout ça est vrai pour plein d'autres modèles qui sont des perturbations d'un modèle élémentaire de type, et là on va en reparler juste après, de type ZZ transpose ici, plus une petite perturbation. Donc là, la même chose se passe, s'il y a assez d'énergie dans P, le vecteur propre dominant de ZZ transpose plus P va s'aligner au vecteur propre de P, sinon pas. Okay ? Donc c'est tout ce que j'ai envie que vous reteniez des matrices aléatoires. Comment on applique ça à l'apprentissage ? Alors je vais vous donner quelques conclusions, quelques messages à retenir pour la maison. Je ne sais pas comment on dit des take-away messages, donc à emporter. Donc je vais vous montrer que les matrices aléatoires expliquent certains phénomènes qu'on a l'impression d'être vrais en petite dimension, mais qui ne vont plus l'être en grande dimension. Donc je vais partir sur un problème très élémentaire de classification de données, de classification qu'on appelle non supervisée, donc en anglais c'est clustering. Donc l'idée, ça va être juste de prendre un certain nombre de données, que je vais appeler ici x1 jusqu'à xna, qui vont être toutes des gaussiennes, donc disons qu'ils vont être statistiquement distribuées avec une certaine moyenne et une certaine covariance, et je vais faire k paquets de données comme ça. Donc j'ai un ensemble de gaussiennes là, un ensemble de gaussiennes là, et un autre là. On me donne tout ce paquet, et l'idée c'est d'essayer de trouver une méthode qui va repérer qui est dans quel paquet.
Enfin, je ne sais pas combien j'ai de paquets, je ne sais pas qui sont les paquets, qui sont les moyennes covariances, je le fais de manière totalement non supervisée. Une façon de faire ça, je vais revenir là-dessus après, une façon de faire ça, qui est très 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 classique, c'est de calculer paire à paire les distances entre chaque donnée. Pourquoi? Parce que ce qu'on se dit, en gros, si vous me donnez plein d'images de chats et de chiens, mais que vous ne me dites pas qui est qui, le premier réflexe que vous pouvez avoir, c'est comparer chaque image entre elles, donc les chats avec les chats avec les chiens, etc. Et avec toutes ces informations de distance entre chaque paire, bon, il y aura bien moyen d'extraire l'information. Et effectivement, c'est ce qu'on fait, parce que mathématiquement, on peut montrer que si je construis une matrice ici K, que j'appellerai une matrice à noyau qui est de taille n par n, donc nombre de données par nombre de données, qui à l'intérieur de son entrée ij contient une affinité entre la donnée xi et la donnée xj. Et par exemple, cette affinité, souvent, on la prend comme une certaine fonction de la distance entre les données. Donc je calcule les distances entre chaque donnée et je remplis ma matrice de ça. Okay. Si on fait ça, l'intuition, et c'est pour ça que cet algorithme a été développé dans les années 90, l'intuition, c'est que si je classe bien les données dans l'ordre, donc là, les données par classe 1, classe 2, classe 3, lorsque je compare des données de la même classe, leur affinité est très très forte. Donc je devrais avoir un gros bloc avec des valeurs très élevées ici sur la diagonale. Pareil pour les comparaisons des éléments de la classe C2, pareil pour la classe C3. Mais par contre, quand je compare des objets de différentes classes, comme ils sont censés être loin, ils vont avoir une affinité très faible et donc on va avoir des valeurs très petites. Okay. Et donc, vu la structure de cette matrice, si j'extrais les vecteurs propres dominants, donc l'information structurelle des données et donc de la matrice, ces informations devraient s'aligner vont me donner une structure qui va me permettre de repérer qui est dans quelle classe. C'est ça l'idée. Donc on fait ça. Et je vais vous montrer effectivement ce qui va se passer. Donc là, je prends un exemple très simple. Je prends des données qui sont gaussiennes, qui sont soit de moyenne plus mu ou de moyenne moins mu. Et je vais calculer une affinité qui est une certaine fonction de la distance entre les données. C'est un truc très classique, c'est un noyau gaussien, on appelle ça. Et effectivement, lorsque P égale 4, donc lorsque mes données sont de dimension 4 et que je prends 1000 données, eh bien on voit que quand je compare les données de la même classe entre elles, on a une forte affinité. Quand je compare les données de classes différentes, on a une faible affinité. Donc bleu, c'est plus faible que vert ici. Et en effet, lorsque j'extrais le vecteur propre dominant, donc en l'occurrence c'est le deuxième, mais peu importe, lorsque j'extrais le vecteur propre dominant de K, vous voyez qu'il a une très belle structure qui différencie clairement la classe 1 de la classe 2. Ça, c'est pas du tout étonnant. Mais en fait, en grande dimension, ça ne se passe pas du tout comme ça. Pourquoi? Voilà, pourquoi on va expliquer, mais comment ça se passe en grande dimension? Ça se passe comme ça. Donc lorsque P ne vaut pas 4, mais vaut 400, donc lorsque j'ai des grandes données et plus des petites données, et bien en fait, qu'on soit dans la même classe ou dans des classes différentes, on a la même distance essentiellement. C'est un truc très 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 choquant. Alors là, vous allez me dire, ok, bah si c'est ça, c'est parce qu'on ne les a pas pris assez distants et donc on peut rien faire. Mais pourtant, si j'extrais encore une fois le vecteur propre dominant de la matrice K, eh bien on a quand même la structure. Donc cette matrice toute bleue là, elle contient quand même l'information des classes. Et donc mon intuition de base, qui était de dire la raison pour laquelle cette méthode marche, c'est que dans chaque classe on est soit proche, soit loin, eh bien en fait c'est faux. En grande dimension, tout le monde est en fait super loin les uns des autres. C'est ce qui va se passer. Tout le monde va se répartir sur une grande sphère en dimension P, mais malgré tout, la matrice capture l'information. Et ça, c'est très troublant, parce qu'intuitivement parlant, ça casse nos idées préconçues. Et effectivement, ce n'est pas très difficile de montrer. Si je m'arrange, et c'était ça mes hypothèses du slide d'avant, mais je ne veux pas y passer des heures, si je m'arrange pour faire en sorte que la distance entre les caractéristiques de chaque classe soit pas trop proche ni trop loin, pour rendre mon problème à la fin pas trop compliqué, si je fais cette hypothèse, à la fin, toutes les distances entre les données sont les mêmes, indépendamment des classes. C'est vraiment très choquant. Okay, et donc l'intuition à nouveau, c'est qu'en grande dimension, on n'est ni proche ni loin, on est toujours en gros à une distance plus ou moins constante. Ok, alors donc ça c'est une conclusion assez négative a priori, mais il s'avère que c'est plutôt bien d'un point de vue mathématique, parce que pour comprendre cette méthode de classification, qui à nouveau est très classique et d'ailleurs peut être mise en regard à ce qui se passe dans des réseaux de neurones parfois,
il faut comprendre la structure des vecteurs propres de K. Si je vous demande mathématiquement de comprendre la structure des vecteurs propres de cette matrice, dont toutes les entrées sont ces fonctions non linéaires des distances entre les x, y, j qui sont des gaussiennes, et donc avec toute cette structure de dépendance entre les entrées de la matrice, et je vous demande quel est le vecteur propre, c'est super compliqué. Statistiquement, on ne peut pas travailler sur cet objet-là. Eh bien, il s'avère que le fait qu'en grande dimension, il y ait cet effet de concentration des distances, fait qu'on va pouvoir linéariser, simplifier le calcul mathématique. Ça va nous permettre d'avancer. Et en l'occurrence, je ne vais pas aller très loin là-dessus, mais en l'occurrence, ce qu'on peut démontrer, c'est que cette matrice K, qui est très 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 compliquée, asymptotiquement, quand les données sont très grandes, elle va avoir une tendance à se concentrer vers une autre matrice qu'on ne connaît pas, qui n'est pas accessible, mais dont on connaît très très bien la structure mathématique, qui est exactement de la forme dont j'ai parlé avant, un ZZ transpose plus un P de petit rang. Et je vous ai raconté tout à l'heure que ce P de petit rang contient l'information structurelle. Donc ici, l'information structurelle, c'est le J. Le J, c'est quoi? C'est une matrice qui contient les vecteurs de 0 et de 1. Donc les 0 dans une classe, les 1 dans l'autre classe. Donc en fait, c'est ce que je veux. Donc, ma matrice K, c'est essentiellement ce K chapeau qui contient l'information sur les classes, plus du bruit. Et donc, d'après ce que je vous ai raconté tout à l'heure, lorsque je vais extraire les vecteurs propres dominants, soit je suis au-dessus, soit je suis en dessous d'une transition de phase, qui fait que je peux ou je ne peux pas classifier les données. Je peux ou je ne peux pas connaître le vecteur J ici. Et donc, fondamentalement, on voit émerger un phénomène de transition de phase. Et je vous ai dit que cette transition de phase, elle apparaît quand? Elle apparaît lorsque les valeurs propres de cette perturbation sont assez grandes. Elles sont où les valeurs propres? Elles sont cachées dans A. Et A, c'est quoi? A, c'est les distances entre les moyennes, les distances entre les covariances, et, plus important, ça fait apparaître également l'importance du choix de la fonction f qui m'a permis de construire l'affinité entre les données. Et ça, c'est un grand problème que les gens se posent depuis 30 ans. Quelle fonction f choisir pour bien calquer l'affinité, pour bien représenter, avoir l'information sur l'affinité entre les données? Et bien, il s'avère qu'ici, on voit exactement quel est l'impact de ce f. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on connaît toutes les performances, puisque mathématiquement, on a tout avec les matrices aléatoires, et on sait mieux que ça, on sait adapter la fonction f au problème qui nous intéresse. Et donc, je vais passer plus vite là-dessus, on peut améliorer des résolutions de certains problèmes. Et alors, un premier point que je vais vous mentionner ici, qui est assez étonnant, c'est que tout ce que je vous ai raconté, c'est vrai pour un modèle statistique très simple des données, qui est que tout le monde est une gentille gaussienne en grande dimension, moyenne, covariance donnée. Et si je compare avec des vraies données, eh bien, il y a un truc assez étonnant qui apparaît, qui est que la prédiction qu'on a avec des gaussiennes va être très très proche de ce qu'on obtient en vrai avec des vraies données. Ça, c'est assez étonnant. Et là, je vous montre un exemple. Donc, j'ai pris les vraies données que je prends ici. Au lieu d'être des gaussiennes, c'est des 0, des 1 et des 2, là, tracées à la main. On en a parlé, cette base de données tout à l'heure. Et j'ai tracé les valeurs propres de la matrice K pour ces données-là. Et maintenant, je vous mets en bleu les valeurs propres de la matrice K chapeau, ou la matrice K, que j'aurais obtenue si, au lieu d'utiliser ces images, j'utilisais des gaussiennes, avec les mêmes moyennes et covariances. Et bien, il s'avère que ça colle plutôt pas mal pour les valeurs propres. Et si maintenant je regarde les vecteurs propres, donc là c'est les 4 premiers vecteurs propres de la matrice K que j'obtiens en vrai, si je superimpose, je mets par-dessus les vecteurs propres que j'aurais obtenus statistiquement avec mon modèle gaussien, j'obtiendrai ça. Et donc vous voyez, donc en bleu foncé, là c'est la moyenne que je suis censé obtenir et c'est une déviation standard dans les pointillés. Donc c'est assez étonnant, parce que là, c'est des vraies images, et le résultat en bleu, c'est un résultat complètement théorique. Donc pourquoi ça marche? Les vraies images, c'est clairement pas des gaussiennes. Mais pourtant, il semblerait que l'algorithme se comporte comme ça. Et bien ça, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 3 minutes, ok, donc on va passer, on va passer ce point-là. Je vais vous montrer en fait qu'on peut expliquer pourquoi ça marche sur des vraies données. Ça, c'est un résultat assez nouveau et qui est assez important, je trouve. Donc je vous ai dit, effectivement, toute mon analyse est jolie, c'est sympa, mais ça marche que pour des données qui sont gaussiennes. Et gaussienne, ça cache énormément de trucs, enfin, une structure assez forte, parce que ça demande qu'à processing linéaire près,
toutes les entrées sont indépendantes. Et ça, pour des données, c'est pas possible. Là, Stéphane l'a expliqué tout à l'heure, il y a des corrélations de proche en proche, c'est juste pas possible. Et bien, il s'avère qu'on peut démontrer un résultat assez fondamental qui est que tout ce que je vous ai raconté jusque-là est vrai à la fois pour des données gaussiennes, mais aussi pour des vecteurs qu'on appelle concentrés, qui satisfont une théorie qui s'appelle la concentration de la mesure. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur concentré? Un vecteur concentré, c'est très très demandeur, vous allez voir. C'est un vecteur qui est tel que si... Donc un vecteur de dimension P, qui est tel que si j'en fais une projection en une dimension par une opération Lipschitz, d'accord, une fonction arbitraire mais Lipschitz, alors c'est prédictible. Je sais où ça va aller. D'accord, la probabilité de s'échapper de sa moyenne est très faible. Okay, ça c'est extrêmement demandeur. Il faut une grosse régularité pour ce vecteur. Et il s'avère effectivement, et malheureusement, qu'on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples de vecteurs concentrés. Okay, et le seul, en gros, qu'on a, c'est le vecteur gaussien. Okay, donc vous allez me dire, ok, bon, on retombe en arrière alors. Mais en fait, on ne retombe pas en arrière. Parce que toute fonction Lipschitz qui part de RP dans RQ d'un vecteur concentré, lui est concentré. Donc, je pars d'un vecteur gaussien, j'en fais une transformation Lipschitz, je suis toujours concentré. Et dans ce cas-là, ce que je vous ai dit, c'est que mes théorèmes marchent. Donc je sais prédire les performances d'un algorithme qui fonctionnerait sur des données concentrées et non sur des données gaussiennes. Pourquoi c'est important? Okay, c'était mon so what. So what? Eh bien, en fait, on connaît des vecteurs concentrés, une grande famille de vecteurs concentrés qui sont très 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 réalistes, et on en a parlé tout le long aujourd'hui, qui sont les images de GAN, donc les générateurs aléatoires d'images. Donc les images de chambre à coucher, les images de visage, etc., que Stéphane vous a présenté tout à l'heure, c'est statistiquement, pour sûr, des vecteurs concentrés. Pourquoi? Parce que c'est des objets qui partent d'une gaussienne, qui sont passés à travers un réseau de neurones. C'est quoi un réseau de neurones? C'est des opérations linéaires, ça c'est Lipschitz, et des opérations non linéaires, mais qui ne sont pas quadratiques, type la fonction maximum x est 0. Ça, c'est aussi Lipschitz. Donc tout ça, c'est Lipschitz. Donc en gros, une image que j'appelle là mes fake images sorties d'un GAN, donc les chambres à coucher, les images de stars fictives, ce sont des images concentrées. Et donc je sais dire, pour ces images-là, je sais prédire exactement les performances de ces algorithmes de classification. Donc c'est assez étonnant, c'est assez puissant, parce qu'on est en train de dire qu'au-delà des modèles mathématiques triviaux, on sait expliquer comment certains algorithmes vont fonctionner et comment optimiser certains algorithmes sur des vraies données. Parce qu'entre des données générées par ces objets-là et des vraies données, il n'y a pas grande différence. Et je vais finir là-dessus. Je vous montre juste un exemple où là, j'ai effectivement des images de GAN. J'ai pris ces images de GAN, j'en ai généré une matrice d'affinité, j'ai sorti les valeurs propres et les vecteurs propres, comme tout à l'heure, comme depuis tout le début. Et je vous compare en violet versus en noir, la théorie versus la pratique, et vous voyez que tout colle. Les vecteurs propres sont exactement ceux que je prédis, et ça marche bien. Et ça, c'est pour des vraies images. À nouveau, ça colle bien, et en fait, on explique pourquoi. Donc le message général, et je vais arrêter là, le message général que je voudrais passer, c'est que finalement, on n'est pas si loin que ça de comprendre des structures un peu compliquées d'algorithmes d'apprentissage sur des vraies données. Je n'ai pas parlé de réseaux de neurones profonds ici, mais j'ai parlé de méthodes d'apprentissage qui sont utilisées au quotidien. Et à nouveau, le message, c'est que grâce à la théorie des matrices aléatoires, on peut prédire, on peut améliorer ces algorithmes et potentiellement, on peut redonner une nouvelle vie à ces méthodes d'apprentissage en grande dimension. Et voilà, et je m'arrête là. Merci. Alors, on va poser d'abord quelques questions à Romain, puis ensuite, question conclura la session. Oui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, vous pouvez classer même parmi des millions d'images la catégorie des personnes. Vous n'avez rien besoin de dire. Vous faites du... Est-ce que ça marche vraiment, ça du moins, ce que je sais dire, c'est qu'une fois que... j'en ai un peu fait beaucoup, mais ce que je sais dire, c'est qu'une fois que vous me donnez un réseau de neurones qui a été appris, je sais prédire les performances qu'il va avoir sur d'autres données qui vont entrer dedans. Non, c'est
pas ça ma question. D'accord. C'est de l'apprentissage non supervisé Oui. sur un tas de photos et on sort une classification. Et on Oui. a repéré tous les gens qui sont différents, toutes les personnes différentes. Oui, alors ces algorithmes-là sont les plus basiques, enfin c'est les plus basiques. C'est malgré tout des algorithmes qui sont très très utilisés aujourd'hui, mais effectivement c'est ce qu'on ferait par défaut. Donc plus précisément, ce qu'on ferait normalement avec un tas d'images comme ça de différentes personnes, serait de mettre tout ça dans une machine qui va extraire ce qu'on appelle des représentations, donc des features. Donc là, on utiliserait un réseau de neurones qui extrait des bonnes représentations, et après on utilise cette méthode-là. Et effectivement, je pourrais vous prédire, si vous me donnez le jeu de données, a priori, la probabilité que ça ait bien marché ou moins bien marché. Ça, oui. Mais après, évidemment, il y a des limitations. Je vous ai parlé de la transition de phase. Il faut avoir un nombre de données suffisamment grand au regard de la valeur propre qui contient donc de l'information des données, à savoir, ici, la distance entre les échantillons. Donc, si les gens se ressemblent beaucoup, ça risque de moins bien marcher. Mais malgré tout, je pourrais vous trouver l'élément clé, je pourrais vous dire combien d'images j'ai besoin. Vous me donnez quelques échantillons de personnes différentes, vous me dites qui est qui, hein, et je calcule les distances, et je peux vous dire, ok, il me faudrait un peu plus pour savoir les reconnaître, ou ça suffit. Donc ça répond d'ailleurs à une question que Lenka a mentionnée tout à l'heure. Combien on a besoin, et on peut faire ça. Pardon. Oui. Je réfère à la diapo 11. À la diapo 11, on passe de 4 à 400. Oui. Alors, comme je suis curieux, je voudrais savoir quand et comment se fait la transition. Alors, ce qui va se passer, c'est que exactement la distance entre les deux, là, ça va être effectivement au premier ordre une constante. En fait, la raison pour laquelle il y a de l'information encore, hein, c'est que ça vaut pas, c'est que ça vaut pas exactement taux. Ça vaut taux plus un petit truc. Et c'est le petit truc qui contient l'information et qui, du fait qu'il est très redondant dans les classes, va réémerger. Et donc, le petit truc en question, il est de taille 1 sur racine de P. Donc, on voit que, donc en gros, les distances vont valoir taux plus 1 sur racine de 400, un terme d'ordre 1 sur racine de 400. Donc, en gros, taux, c'est 1. Hein. Donc ça vaut 1, et le terme suivant, il est d'ordre 1 sur racine de 400, donc 1/20. Donc, effectivement, lorsque P va être plus petit que ça, l'ordre de 100, là, on va commencer à voir on va commencer à distinguer les blocs. Voilà. À l'œil, mais à nouveau d'un point de vue vecteur propre, d'un point de vue algorithmique, et c'est pour ça que les gens n'ont pas compris, je pense, jusqu'à aujourd'hui. C'est que d'un point de vue algorithmique, lorsque je regarde le vecteur propre, parce que c'est ça que je dois faire, c'est le même en fait. Donc on ne voit pas la différence. Mais structurellement, c'est quand même important ce qui se passe derrière. Ah oui. Au risque de faire bondir le mathématicien statisticien que vous êtes, je voulais savoir, enfin il me semble, je me trompe peut-être, que cette méthode avait été mutantis mutandis, essayée avec des matrices floues. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il y a eu des résultats positifs, négatifs, etc. Alors, à savoir, les matrices floues, je ne connais pas. Peut-être que justement, je suis trop mathématicien pour vouloir... Il y a l'utilisation de l'algèbre floue. L'algèbre floue, ah oui, non, ça honnêtement, j'ai pas de connaissances là-dessus. Qui a été utilisée pour Ouais. certaines méthodes de classification. problèmes de reconnaissance, il y a déjà un certain temps. Hein. Non, bah ça... Non, ça oui. Ouais. Non, désolé. Oui. Alors, et un point que vous n'avez pas trop évoqué, mais ça en tout cas, c'est la question du bruit ou du rapport signal à bruit. Et il y a un exemple bien précis en astronomie. Par exemple, on veut reconnaître des galaxies qui sont elliptiques ou spirales ou autres, etc. Mais on sait que les données sont très très bruitées, Oui. d'accord. Et donc, en quoi est-ce que ça influence dans ces méthodes? Oui, c'est exact. En fait, je ne l'ai pas évoqué comme ça, mais c'est exactement ça que j'appelle cette transition de phase. Le rapport signal à bruit, il est caché dans le fait que lorsque j'ai Alors, quand je dis que les données sont de covariance identité plus P, ça veut dire qu'en gros, il y a une grosse partie de bruit ici, non structuré. Donc le bruit vaut 1 en amplitude, et l'information, elle vaut lambda I de P. Donc en fait, le rapport signal à bruit, c'est lambda I de P, et effectivement, mais j'aurais dû effectivement le dire comme ça, l'idée, c'est que dès que le SNR ou le RSB dépasse un seuil, et ce seuil, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment lié directement au ratio P et N, alors on peut dire des choses. Donc ça veut dire qu'il faut que n soit assez grand pour qu'on puisse
qu'on puisse récupérer de l'information, ou de manière équivalente, on ne veut pas un P trop grand. Et la même chose se passe pour les questions de reconnaissance d'images, de classification, où là, le lambda I de P, c'est les distances entre les classes, et c'est le même seuil qui va apparaître. Oui. Il faut que tu parles fort, sinon. Ça arrive derrière. Oui. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'abord, je te remercie pour ton exposé qui était très agréable à écouter, très instructif. Je voudrais comprendre, tu as parlé d'un degré de liberté qui est le choix d'une fonction pour mesurer l'affinité. Oui. Tu nous as dit, maintenant on sait faire ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi les intuitions? Oui. Alors, ou les méthodes? Bon, en fait, il y a plein de choses derrière, mais là, dans le cas précis, un truc qui est assez choquant, c'est que d'habitude, les gens prenaient cette fonction exponentielle moins, là, donc là, le noyau gaussien, et d'habitude, ils mettaient un sigma carré en bas, et il fallait tuner, choisir le bon sigma, et bon, il y avait des méthodes rule of thumb, où on disait que quand sigma est grand, ça fait ça, quand sigma est petit, ça fait ça. Là, je sais précisément dire ce que ça fait. En fait, il y a tout ce qui va se passer, comme toutes les distances se concentrent en un seul point, ce qui va vraiment se passer, c'est ce qui va se passer autour de f de tau, autour de tau, là, le fameux point de convergence de toutes les distances. Et donc, c'est les 3 premières dérivées de f en tau qui vont guider les performances de classification. Ces trois termes vont être des préfacteurs de ces objets-là. Et donc, c'est ça que je n'ai pas présenté, ça me donne l'opportunité de le faire. Dans certains exemples concrets, où par exemple, là j'ai 2 classes de gaussiennes qui ont la même moyenne mais des covariances différentes, eh ben, je sais quel serait un choix très pertinent de ma fonction f. La fonction que tout le monde choisirait, qui est celle-là, ne marche pas, ça je le sais, et on voit bien, le nuage de points n'est pas différencié. Par contre, une fonction aussi bête que t moins tau au carré, là je sais qu'elle est optimale et elle différencie bien les points. Et à nouveau, ce qui était rigolo là à montrer, c'est que ça, c'est pour des vecteurs gaussiens, et j'ai testé sur des traces EEG de patients épileptiques versus patients sains, qui, comme c'est des traces de série temporelle, les moyennes sont essentiellement les mêmes chez les 2 patients. J'ai 2 sujets. Par contre, la structure de covariance est très différente. Et en fait, si je mets le doigt sur la structure de covariance, donc en choisissant mon F pour que ça regarde exactement ça, et bien là, j'arrive à discriminer très bien l'information, là où la méthode classique ne le ferait pas très bien. Voilà, donc c'est ça que ça apporte aussi. On sait dire quel est le poids de la fonction qu'on va choisir. Et tout se passe en taux.